Vous êtes la responsable RSE et durabilité, développement durable chez MinQuest. Donc vous avez cette lourde tâche de coordonner toutes les actions en la matière pour assurer de la pérennité en faisant bien et le bien, n'est-ce pas? J'essaye. Olivier, vous êtes chez MinQuest CEO, donc vous avez la lourde responsabilité de diriger, de piloter cet avion qui fait des loopings. Oui, effectivement. Et Ludovic Godard, vous animez tout un réseau d'institutions privées, publiques, non lucratives également, toutes organisations qui se mettent en réseau, donc en lien, pour partager des bonnes pratiques, pour partager des expériences et dialoguer. Oui, exactement. On est une association où on partage les bonnes pratiques en termes d'agilité. On aura le temps d'en reparler. On a une centaine d'organisations membres et avec une vision très humaniste de l'agilité. Donc, je me réjouis en tout cas d'aujourd'hui. Nous aussi, vous avez d'autres cordes à votre arc. Vous enseignez dans différentes institutions académiques sur toutes ces questions de durabilité et notamment la robustesse, ça vous connaît. C'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Olivier Amand a sorti ce livre qui nous invite à regarder le vivant et à interroger ce concept. Il a introduit aussi des notions qui sont finalement contre-intuitives, ou du moins qui vont à l'encontre de ce qu'on a eu l'air d'engranger comme connaissance jusqu'à présent, à savoir que performer, c'est être robuste. Et il nous dit, voilà, non, le vivant, finalement, il est sous-performant. Le vivant, finalement, il est souvent incohérent, il est surtout très aléatoire. Donc, qu'est-ce que c'est que la robustesse ? Vaste sujet. C'est vrai que c'était le sujet dans mes recherches, entre autres, à Londres et à Stanford, sur comment prendre des décisions robustes et durables quand il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, il y a plusieurs définitions. Je ne suis pas toujours... Olivier Amand a fait un super travail et vraiment, il a popularisé ce mot. Je pense qu'il y a 2-3 définitions. On n'est pas toujours en accord, mais je crois que c'est la science, c'est aussi ça. Et puis... j'aime bien donner les 4 définitions un peu. Il y a le côté un peu optimisé dans un premier temps. Quand il y a peu d'incertitude, on peut optimiser. Et puis c'est très bien, ça a très bien fonctionné pendant des décennies. Donc ça, c'est top. Après, il y a la robustesse, c'est prendre des coups et puis résister tant qu'on peut. Puis des fois, il y a le coup de trop. Typiquement, Crédit Suisse a tenu très longtemps. Et puis une fois, il y a le coup de trop et puis ça périclite. Après, il y a la résilience, et ça a déjà été montré par le keynote tout à l'heure. C'est prendre des coups. Alors, on va baisser un petit peu le mouvement, puis on va réussir à revenir à la situation de départ. Là, Rolex, par exemple, vu qu'ils ont les montres, des fois ils prennent des coups, mais ils ont quand même des bâtiments, donc ils peuvent s'en sortir, et ils s'en sortent bien. Puis après, ça a été mentionné une fois, il y a l'antifragilité. Alors là, c'est encore... c'est profiter de l'incertitude, devenir de plus en plus fort grâce à l'incertitude. Et un exemple qui est donné, c'est le système économique suisse et la démocratie suisse. C'est que plus il y a d'incertitudes dans le monde, plus c'est le bordel partout, plus notre franc il devient fort. Donc c'est le premier exemple qui est cité par Taleb dans son livre, c'est le système suisse. Donc soyons fiers pour ça. Julie, de votre point de vue, durabilité, c'est ce qui vous tient éveillé matin et du matin jusqu'au soir. La robustesse, qu'est-ce que ça veut dire? Et la performance, ça veut dire quoi? Alors peut-être pas directement par rapport à la durabilité, mais chez nous, chez MinQuest, comment on voit la robustesse? C'est avoir des bases solides. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit aussi l'entreprise qui a 30 ans. Enfin, on pourra revenir après sur l'historique. Mais on a des bases qui existent depuis 30 ans qui sont relativement solides et qu'il ne faut pas oublier. Et c'est peut-être elles qu'il faut consolider et renforcer à l'avenir, sans tomber dans l'immobilisme aussi. Et peut-être c'est là où on peut faire le lien avec l'innovation. Et comment on travaille chez MinQuest, on fait du service depuis 30 ans, etc. Mais c'est revoir la notion de service, se poser les questions, se challenger, et puis, la revoir différemment. Enfin, je ne sais pas, toi, Olivier, si tu veux... Alors, Juliette l'a dit, l'entreprise elle a plus de 30 ans d'existence. On vend du matériel et on fait du service depuis plus de 30 ans. Ça n'a pas empêché qu'on a revu nos services de façon assez régulière. Un de nos produits phares de l'entreprise reste les services managés sur la partie support. On a créé l'offre il y a un peu plus de 15 ans en arrière.
C'est une offre qui a très très bien marché. C'est pas pour autant qu'on s'est arrêté là, qu'on a fait, comme l'a dit Julie, de l'immobilisme. On a pris du temps, tout le comité de direction, plus les collaborateurs, pour revoir l'entièreté de l'offre, donc via le principe d'amélioration continue, pour refaire une offre beaucoup plus globale, avec des nouvelles briques, des nouveaux métiers qu'on n'avait pas dans l'entreprise, et ça juste après le Covid. Alors, vous introduisez là plusieurs notions. Je vais tâcher de reprendre. Il y a déjà celle du questionnement. Vous dites, en fait, c'est un exercice d'introspection, d'abord et avant tout. La robustesse. Je vois que vous opinez de la tête tous les deux. Oui, non, mais forcément, on écoute nos clients, on écoute nos parties prenantes, nos partenaires, etc. Et on est obligé de se remettre en question. Et je pense que c'est la base fondamentale, en tout cas, c'est savoir écouter les remarques, en prendre compte, et puis savoir faire évoluer la manière dont on gère l'entreprise, dont on propose nos services, etc. Et je pense que c'est ce qui nous permet d'être robuste et relativement fort sur le long terme. Ludovic ? Oui, je rejoins, il faut penser plus systémique, ça c'est sûr. Un autre aspect, je pense qu'il faut aussi qu'on redéfinisse ce qu'on entend par performance, parce qu'on oppose souvent performance et robustesse. Puis souvent, on a cette vision de la performance comme étant, on fait 2 scénarios, on va optimiser dans ce scénario, on est persuadé qu'on connaît le futur et puis on va optimiser. Puis après 6 mois, on réalise que c'est pas la même chose, alors on va réoptimiser. Puis en fait, on est hyper réactif, en fait, on n'est pas proactif. Tandis que dans les modèles qu'on faisait justement, où il fallait être robuste dans plusieurs scénarios, c'était de dire la performance, c'est être relativement bon dans un maximum de scénarios. Et ça change un peu la perspective de comment on prend des décisions. Et c'est là où tout d'un coup, l'agilité, ça a un coût, mais c'est un bénéfice parce que ça vous permet d'être relativement bon dans plus de scénarios. Pour faire un peu simple, on ne va pas tout le temps chercher la maximisation des profits, parce que c'est difficile quand il y a beaucoup d'incertitudes. Par contre, voilà, on va essayer d'être au moins rentable dans plein de scénarios et de perdurer sur le temps. C'est-à-dire qu'on peut être performant dans un domaine et puis s'avérer faillible ou en difficulté ou fragile dans un autre. Donc la question, c'est l'approche de la performance dans sa globalité. Olivier ? Parce que vous avez un rôle global, vous supervisez, donc il faut s'assurer que l'entreprise peut continuer dans la durée, dans la pérennité et dans la solidité sur tous les fronts, n'est-ce pas ? Alors, j'allais le dire, l'entreprise se doit d'être pérenne. On emploie 130 collaborateurs, donc à la fin du mois, on doit quand même sortir 130 salaires pour faire vivre les 130 familles. Mais vraiment, on revient sur le fait que ce côté robustesse, c'est pas être immobile. Ce côté robustesse nous assure un peu le coussin, où là, on est bon, on est performant depuis très longtemps, on sait qu'on est bon, mais à travers l'innovation, on peut lancer de nouveaux produits, tester des choses, et puis si c'est moins performant, on peut très bien laisser tomber. Si c'est performant, on est bon dans ce qu'on fait, dans ce côté innovation, ça pourrait devenir une de nos bases qui intégrerait ce côté robustesse dans le futur. Vous parlez de l'innovation, c'est un mot clé également de cette table ronde. Julie parlait du questionnement, le fait d'aller dialoguer. Vous parlez de regarder là où on est moins performant pour faire des choix. Est-ce que ça veut dire qu'avec performance va également la contre-performance? Est-ce que la contre-performance peut être un levier de progression, pour autant qu'on l'identifie, un levier de décision pour faire des choix, des arbitrages stratégiques? Je pense que c'est comme tout être humain, une fois qu'on est bon dans quelque chose, on va tenter des nouvelles choses, et puis si on n'est pas bon dans les nouvelles choses, on peut voir le sport, on peut être très très bon à un 100 mètres et être mauvais sur un marathon, ou être moins bon sur un marathon. Est-ce que pour autant on va arrêter le marathon ? Pas forcément, tout dépend de ce qu'on aime faire, quelles sont nos valeurs, d'où on vient, où est-ce qu'on veut aller. Mais forcément, en tant que patron d'entreprise, à un moment, le choix, on doit faire des choix. Si ce côté innovation, là où on n'est pas bon, peu performant, peut entraîner l'entreprise à être moins pérenne, oui, on devrait lâcher quelques ballons. Ludovic Godard, Gérald Vernès disait en introduction, en keynote, qu'il faut se connaître soi-même. C'est un peu comme dans la vie, finalement. C'est un exercice de se regarder dans le miroir. Ça, c'est un vecteur de performance aussi, d'identifier, comme Olivier dit, là, quand on court le marathon, on sait sur quelle distance on est bon ou moins bon. Oui, je pense que se connaître soi-même, c'est toujours top et c'est important.
Moi, je rebondirais alors sur ce que disait Olivier aussi, c'est l'humain en fait. Il faut faire confiance en l'humain en fait. Et là où je pense qu'on peut avoir un cas très concret, c'est l'IA. L'IA, vous pouvez, nous on a un membre dans notre réseau, ils ont eu l'IA et pendant plusieurs semaines, ils ont dit, bon, ben, on va mettre l'IA sur nos emails, on va voir combien de temps vous passez sur vos emails, puis après quelques mois, quelques semaines, on met un des fournisseurs d'IA générative et on regarde combien de temps vous économisez. Alors, si vous êtes dans un modèle où vous êtes justement dans cette vision très court-termiste, ben vous verrez, eux, ils gagnaient 10% du temps, par exemple, ben vous verrez 10% de votre personnel. Donc oui, c'est une manière de penser. Eux, ils ont dit, non, en fait, ce temps que vous avez gagné, vous pouvez vous former. Et puis, du coup, ben, ça fait qu'on fait confiance à l'humain. Et puis, en formant vos équipes, ben, vous allez pouvoir en fait, être de plus en plus robuste. Parce que former, si vous virez 10% de votre personnel, après le moment où il y a un nouveau choc, il faut réengager, il faut réonboarder. C'est des coûts qui sont cachés en fait. Donc on ne les voit pas. Mais en fait, voilà. Donc je trouve que c'est une des mesures que je trouve intéressante et vraiment ce côté humain, je pense que voilà, c'est la meilleure manière. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours tout garder tout le monde. Il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de progresser, qui n'ont plus envie de se former et autres. Ben, voilà, peut-être qu'il y a des situations où tout d'un coup, on peut plus se le permettre. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Oui, et puis on ne sait pas si on n'apprend plus, si on n'est plus dans une dynamique d'ouverture, de curiosité, d'apprentissage. Est-ce qu'on peut être performant ou est-ce qu'on peut rester performant? Parce qu'on peut être performant dans un temps T et puis ne pas maintenir cette performance parce que le monde bouge, on l'a dit, les choses évoluent, le contexte de l'entreprise évolue. Vous avez mentionné l'IA générative, on parle des IA, des applications d'intelligence artificielle générative aujourd'hui. On parle, je reviens à vous Julie, parce qu'on parle des entreprises en matière de durabilité régénérative aujourd'hui. Comment est-ce qu'on prend cette tâche à bras-le-corps dans une entreprise IT? Alors, pour revenir peut-être sur notre histoire et comment justement on a pris ce sujet à bras-le-corps, on va être honnête, à la base c'était aussi une question d'appel d'offres quand on répond beaucoup à des appels d'offres et il y a des points qui sont donnés aux entreprises qui travaillent dans la durabilité. Donc je suis complètement honnête et c'est ce qui nous a amenés dans cette réflexion. Mais on a été plus loin parce que sur le coup je suis une personne qui prend les choses à bras-le-corps et puis on s'est dit on va aller sur une certification éco-entreprise qui nous a aidé à nous structurer, qui nous a aidé à nous poser les bonnes questions, à nous remettre en question aussi. Tout à l'heure, on parlait de gestion de crise, savoir gérer la crise. C'est tous des points qui sont abordés dans la certification éco-entreprise, en l'occurrence, c'est celle-ci qu'on a faite. Et voilà, donc oui, on prend à bras-le-corps et on se forme. Vous avez parlé de formation, enfin moi c'est ce que j'ai fait, on en parlait aussi, ça fait 2 ans que je prends tout ce qu'il y a à apprendre. J'ai fait l'année dernière une formation sur la mobilité, sur l'égalité homme-femme, etc. Je prends tout ce qu'il y a à apprendre parce qu'il y a une multitude d'acteurs engagés et qui nous accompagnent dans ce domaine-là. Et on fait des rencontres fabuleuses. Je crois que tout à l'heure, c'était à la précédente keynote où ils en parlaient, sur l'importance du lien. C'est comme ça que j'ai connu la Comet, parce que j'ai participé au programme Comet Pro qui m'a accompagnée pour la certification éco-entreprise. Et c'est la base, c'est le lien, c'est ce lien qui est créé, c'est ce lien qu'on crée entre nous, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que l'entreprise ne vit pas en vase clos, et c'est comme ça qu'elle avance, n'est-ce pas? On va tout seul plus vite peut-être, mais plus loin ensemble, hein, c'est le fameux adage. Et c'est ce que nous apprend éco-entreprise, et je pense que la durabilité d'une manière générale, quand on l'aborde, c'est discuter avec nos parties prenantes, nos fournisseurs, nos collaborateurs, toutes nos parties prenantes, pour avancer, pour apprendre, on le disait, savoir apprendre, savoir se questionner, etc. Et je pense que c'est la grosse force de toute entreprise qui se pose des questions sur la durabilité, c'est ce questionnement qu'elle requiert, pour autant qu'on soit prêt à les entendre. Ça, c'est sûr. Olivier, ce questionnement en lien avec les parties prenantes externes, c'est un dialogue qu'on amorce avec ces parties prenantes. Comment, très concrètement, on est là aussi pour avoir quelques recettes. Avez-vous des exemples? MinQuest, comment s'y prend MinQuest pour dialoguer avec ces parties prenantes, pour aborder des thèmes communs?
Alors déjà en toute transparence, il faut leur dire qu'on est dans une démarche de durabilité, de numérique responsable, D'apprentissage. d'apprentissage. Et en fait, nos parties prenantes, on les connaît souvent très bien. Ça fait de longtemps qu'on travaille avec eux. Et en fait, c'est vraiment une discussion ouverte. Et on apprend à les connaître sous une facette un tout petit peu différente. Et on se rend compte des partenaires avec qui on travaille depuis plus de 20 ans, des éditeurs ou des constructeurs de matériel, où voilà, on voit que côté durabilité, ils sont un peu moins, ils ont moins d'appétence. On se redirige vers d'autres, où on crée d'autres relations avec de nouveaux fournisseurs ou avec ceux qu'on a un tout petit peu mis de côté. D'autres relations un peu comme le côté client. En fait, on apprend à découvrir des clients ou des partenaires vraiment sur un côté un peu différent, mais un côté qui est vraiment agréable. Et comme l'a dit Ludovic, ce côté humain, il est quand même vachement important. Parce qu'à la base, oui, on traite avec des partenaires, des parties prenantes ou des clients, mais derrière, il y a une relation humaine qui se crée. Ce qui veut dire qu'on choisit ses partenaires d'affaires comme on choisit ses partenaires dans la vie? Bien sûr. Sur la base de quoi? Sur nos valeurs, en grande partie. Nous, on a axé l'entreprise, la stratégie de l'entreprise sur la durabilité. Donc, je veux dire, si nos parties prenantes n'ont pas nos valeurs ou ne respectent pas toutes nos valeurs ou on font des choses qui sont en contradiction avec nos valeurs, on ne pourra plus travailler avec eux, c'est impossible. Ludovic, c'est le cœur de mission de la Fabrique de l'Agilité, de réunir les organisations et de susciter ce partage d'expériences, ce partage de pratiques, les bonnes et puis peut-être les doutes ou les échecs. Comment ça se passe concrètement? Alors, il y a 2 points. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais, Olivier, c'est que nous, on a par exemple une banque qui décide de financer les entrepreneurs et ils n'évaluent pas que le business model, c'est nécessaire pour des questions légales, mais ils évaluent les valeurs parce qu'ils savent que si la personne a des valeurs assez alignées et engagées, elle va tout faire pour tenir. Après, sur la Fab Lab, on oublie souvent une partie prenante, et je le vois avec mes étudiants à HEG, Unis Genève et le PFL, quand on parle de partie prenante, ils oublient toujours une partie prenante, c'est les concurrents et les concurrentes. Et c'est une partie prenante importante. On le voit quand on parle de prix juste, tout le monde tire les prix vers le bas, enfin des choses comme ça. Et pour plusieurs raisons, c'est hyper intéressant de aussi collaborer des fois avec ces concurrentes. Déjà parce que si vous avez des bonnes pratiques, elles sont peut-être super bien aujourd'hui, mais le monde avance tellement vite qu'en fait, il faut toujours évoluer. On a des entreprises qui étaient passées en agilité organisationnelle, à donner beaucoup de responsabilités. Tout à coup, ils ont grandi d'un coup, puis ils ont dû repenser un peu leur modèle de gouvernance. Et là, ils peuvent piocher chez les autres. Et même si vous êtes au top un jour, il va falloir tout le temps apprendre et puis faire une sorte de veille de tous les outils, toutes les choses de l'agilité qui peuvent exister. Et ça, il n'y a rien de tel que de partager avec un maximum de personnes. Et c'est ce qu'on fait à la Fab Lab, c'est créer ces événements en ligne ou en présentiel pour vraiment qu'on apprenne tout le temps et qu'on voie tout et qu'on découvre des nouvelles méthodes, des nouvelles choses. En fait, on est fort ensemble. Ce qui veut dire que les concurrents font partie d'un réseau dans lequel on est inséré, et puis il y a des modes de collaboration et de coopération aussi avec les concurrents qui sont productifs et bénéfiques à la santé de l'entreprise et aux résultats tangibles, financiers. Voilà, il y a le premier partage d'expérience. Après, je travaillais à Bilab un temps où on avait des fournisseurs. Forcément, quand vous êtes avec un concurrent, vous avez des fournisseurs communs. Donc, au lieu que chacun vienne à demander tel label, telle data pour pouvoir faire son rapport de durabilité et autres, juste se coordonner et dire, maintenant, on va essayer de juste s'accorder sur quelques principes pour faciliter la vie des fournisseurs, c'est leur économiser des coûts inutiles administratifs et qui va se répercuter sur le coût qu'ils vont vous faire à la fin. Et le point encore le plus ultime, c'est que il faut tout le temps innover, il faut toujours développer des nouveaux marchés. Et ça, c'est un coût énorme. Et quand on est une PME, on ne peut pas se le permettre tout seul. Donc, ça demande un effort de changer de paradigme, souvent un peu, mais de se mettre avec ses concurrents et concurrentes, et puis cofinancer, par exemple, des solutions, de la recherche et développement et des choses comme ça. Là, tout d'un coup, on peut se permettre de jouer en face des mastodontes qui, eux, ont les moyens que les PME n'ont pas toujours, malheureux. Julie Gallet, vous exposiez tout à l'heure, et ce qui est une démarche d'authenticité assez remarquable,
qu'au départ, la raison de s'engager dans la durabilité est venue aussi d'une forme de contrainte, réponse à des appels d'offres, volonté de nouer des relations avec des nouveaux clients qui avaient ce critère-là comme critère de sélection. Ça veut dire que la contrainte, elle génère aussi l'innovation, la créativité, l'avancement. Oui, effectivement. Vous l'avez dit, on a aussi cette contrainte-là de la part de nos clients qui sont demandeurs, qui nous challengent, etc. Et oui, ça crée de l'innovation, ça crée de la performance, pour autant qu'on le fasse avec le cœur, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qu'on le fasse correctement. Et je pense que ça, c'est aussi l'essentiel, c'est pas le faire pour le faire, c'est le faire parce qu'on y croit. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est relativement bien intégré dans ce réseau, etc. C'est qu'on y croit. Alors, on ne fait pas tout bien, on ne fait pas tout juste, et on a encore largement une grande marge de manœuvre, mais on y croit et on essaye de faire les choses mieux. Et tu parlais des concurrents, et typiquement, c'est quelque chose dont on discute assez souvent avec des concurrents, qu'on se voit aussi sur des forums, etc. Dans le numérique, on est tous là à se poser la question, à se dire, on peut mieux faire. On a du matériel, on ne sait pas quoi en faire, des serveurs, des machins. Et on aimerait tous mieux faire, mais on ne sait pas comment. Et voilà, ça c'est un des sujets, alors qu'on commence à prendre, on est vraiment au balbutiement, mais où on se dit, oui, il y a une volonté commune de mieux faire et d'avoir des solutions plus durables pour l'environnement, etc. Donc on peut collaborer avec des concurrents et on peut apprendre de clients. Autre partie prenante, les employés, bien sûr, qui constituent les forces vives, en fait, et bien sûr la sève, pour reprendre une analogie du monde du vivant, de l'entreprise. Comment est-ce qu'on crée l'adhésion à une certaine vision de l'entreprise qui génère de la robustesse, mais parfois, éventuellement, dans la douleur. C'est-à-dire qu'il faut changer des habitudes, où il faut aller vers le changement qui n'est pas toujours naturel en tant qu'être humain. C'est assez compliqué. La communication. Et la bonne communication est essentielle. L'adhésion prend du temps. Il faut répéter, montrer que ces projets seront bénéfiques pour l'entreprise. Vous l'avez dit, on en parlait juste avant qu'on commence avec Ludovic. Dans les certifications éco-entreprises ou tout ce qui est durabilité, une des parties reste la mobilité. Donc traiter un sujet de mobilité en entreprise, c'est un sujet extrêmement, extrêmement sensible. Quand nous, chez MinQuest, au bureau Écublanc, on a à peu près une place pour 2 collaborateurs. Donc à l'époque, on avait largement assez de place. Depuis maintenant quelques mois, on manque cruellement de place. D'où le projet mobilité qui s'inscrit dans la certification. Mais on touche un sujet sensible, vu qu'on va toucher au confort des collaborateurs. Quand le collaborateur, tous les matins, il vient, il se gare, il a 10 mètres à faire pour aller à sa place de bureau, et que d'un coup, en fait, on lui explique que, avec ses collègues, il doit faire du covoiturage, prendre le bus, prendre le train, et au lieu de faire 15 minutes de transport en voiture tout seul, peut-être qu'il mettra 30 voire 45 minutes en fonction d'où est-ce qu'il habite. On est sur des sujets très compliqués. Et qu'il estime relever peut-être de la sphère du privé, de la décision et du libre arbitre personnel. Oui, aussi, oui. Et puis un autre sujet, c'était l'équilibre homme-femme, on en parlait aussi juste avant. C'est que quand on travaille sur l'équilibre homme-femme, on parle du salaire, on parle des tâches, sur favoriser l'embauche des femmes dans le milieu IT, où c'est un milieu assez pénurique sur la gente féminine. On n'est pas préparé à avoir des retours si négatifs de collaborateurs très, très masculinistes. Et effectivement, je pense qu'il faut être armé et patient. Et pédagogue. Alors, on va se tourner vers qui enseigne. Comment est-ce qu'on fait passer les messages difficiles, mais absolument indispensables pour la pérennité et la robustesse de l'organisation? Encore une fois, privée comme publique, comme non lucrative. En fait, dans la durabilité, dans plein de choses, on peut le prendre comme une contrainte et on va essayer d'avancer sur chaque critère, un peu, on va grappiller des points si on doit être évalué et autres. En fait, souvent, ce qui prend du temps au début, mais en fait qui est beaucoup plus facile à long terme, c'est l'aspect culturel, en fait, les valeurs, et puis
d'y croire, la tête de l'entreprise doit y croire et l'idée par l'exemple, ça c'est sûr. Et c'est vraiment, on oublie souvent cet aspect culturel. Hein. J'ai un exemple d'une entreprise à Genève qui avait décidé de faire un bâtiment Minergie à plusieurs étages. Et puis, ils mettent ça en place, ils se disent c'est top, on a fait un sacré pas en avant. Et quand tous les collaboratrices arrivent, le modèle énergétique ne fonctionnait pas du tout. Ça consommait beaucoup plus d'énergie que d'habitude. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, ils ont réalisé que plus vous montiez dans les étages, plus vous étiez proche du CEO de la boîte, en fait. Donc tout le monde voulait rentrer dans l'ascenseur et puis appuyer sur l'étage le plus haut. Et du coup, en fait, tout le monde était pacté sur les étages du haut, donc ça surchauffait en haut. Et puis tous les étages du bas étaient vides, donc c'était beaucoup trop frais. Et en fait, le modèle Minergie ne prenait pas ça en compte. Donc l'aspect culturel, c'est toujours ça qui arrive. Et c'est pour ça que, entre autres, avec l'OCEI, on a travaillé dernièrement sur un guide qui va paraître bientôt sur avoir une gestion plus agile de la durabilité. Parce que l'aspect culturel il est difficile à prendre. Et mieux vaut faire des petites étapes pour prendre la température, voir où il va avoir des accroches, plutôt que d'arriver avec un truc, boum, créer des cristallisations. Parce que sur la mobilité, vous pouvez vite créer des cristallisations. Et après, alors revenir en arrière là-dessus, c'est difficile. Donc l'aspect culturel, on l'oublie souvent, mais c'est un point qui est fondamental. Et aller petit pas par petit pas, comme ça avait été mentionné tout à l'heure par le keynote speaker. C'est aussi l'enjeu avant de faire adhérer, il faut déjà pouvoir impliquer de manière à ce que les personnes se sentent adhérées à ce à quoi elles ont participé, en fait. Elles se sont projetées et ce à quoi elles pensent avoir pu orienter, donner une direction. Jouer un rôle, Oui. c'est ce que j'allais dire. Mais là où je te rejoins, c'est vraiment la politique des petits pas et être heureux de chaque petite victoire aussi. Pas y aller. C'est peut-être aussi l'erreur que j'ai faite moi de mon côté. Enfin, on peut aussi admettre ses erreurs. J'ai foncé, j'ai fait effectivement égalité, j'ai fait la mobilité, etc. Mais on l'a dit au début, être robuste, être performant, c'est aussi savoir renoncer. Et typiquement, il y a certains projets aujourd'hui où j'ai dit on met en pause parce qu'on n'est pas prêt, parce que ça va trop, peut-être dans tous les sens, ça je peux l'admettre aussi, ou trop loin, peut-être les collaborateurs ne sont pas assez prêts, je les ai peut-être pas assez impliqués, etc. Donc savoir renoncer, mais retourner différemment aussi. Je pense que c'est ça aussi, apprendre et puis assurer la robustesse à long terme. Ouais. Vous amenez des choses tellement riches, il faut que je reprenne. Alors, il y a les petits pas, c'est-à-dire qu'on ne fonce pas. La performance, être performant, être robuste, ce n'est pas nécessairement être rapide, ce n'est pas nécessairement avoir une voie toute tracée. Ce n'est pas l'autoroute, n'est-ce pas? Ça, on prend les petits chemins de traverse. Et pourtant, Dieu sait que ce n'est pas dans nos mentalités à nous. On est des fonceurs. C'est vrai, quand on a repris l'entreprise il y a une dizaine d'années, nous, on fonce, on est comme ça. Mais j'avoue que de m'être mis dans ce sujet de la durabilité, j'apprends à prendre du recul, j'apprends à prendre le temps. Et puis effectivement, je me rends compte que c'est peut-être pas mal aussi. Donc on prend le temps, on regarde le paysage, on regarde ce qui se passe aussi. On est conscient à soi-même du chemin que l'on parcourt, de la beauté du paysage. Et on célèbre, vous disiez. Olivier, on célèbre les victoires, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours la tête dans le guidon à se dire quel est le prochain défi. On prend le temps, on crée de la robustesse, on se renforce en prenant le temps aussi de se féliciter et ensemble. Je pense que ça, c'est vraiment important. Les gens, juste avant de Paper Holding, le disaient, la culture du feedback est importante. On l'a encore assez peu chez nous. On essaye de pousser, dire des choses bien. On le fait depuis assez peu de temps, en fait, de dire oui, là, on s'arrête. On a fait quelque chose de bien et on peut être fier de ce qu'on a fait, en fait. Mais même par rapport aux parties prenantes, on se dit souvent, MinQuest, ouais, on est un petit chez les grands. Des fois, non, des fois, on est aussi un grand chez les grands, parce que, point de vue partenaire, on est vu comme un grand, et on doit être fier, en fait, de ce qu'on fait. Je vais rebondir sur cette question-là, être un grand parmi les petits, un petit chez les grands, ou être grand tout court. La question, c'est est-ce qu'on est toujours conscient de ses forces aussi? Je vous invite simplement à poser des questions aussi, n'hésitez pas. Transmettez-les soit par le Slido qui s'affiche, soit elle-moi dans la salle, mais elles sont bien sûr bienvenues. En attendant qu'elles arrivent, une question, Ludovic. Comment prend-on conscience? Peut-on être robuste sans le savoir? Alors,
Je ne sais pas pour la robustesse, je sais pour l'agilité. C'est-à-dire que nous, on a plein de nouveaux membres, et on en parlait tout à l'heure aussi, c'est qu'on a plein de nouveaux membres qui arrivent dans la fabrique de l'agilité, qui disent « Ouais, bon, ben, voilà, on va apprendre, on n'a rien, on n'est pas très bon en agilité et tout. » Puis d'un coup, ils viennent et ils réalisent qu'en fait, ils ont mis en place plein de petits outils, plein de petites choses, et qu'en fait, ils sont souvent très avancés. Et en fait, c'est ça qui est bien, parce que il y a divers. Nous, on considère qu'il y a 3 agilités, un peu porte de l'agilité. Il y a la partie opérationnelle, justement, tester, apprendre, savoir aussi tuer des projets quand. Ça, on est mauvais, normalement, tuer des projets quand ils ne sont pas bons. Il y a la partie stratégique, hein, sur l'innovation, adapter son business model. Puis il y a toute la partie organisationnelle, les nouveaux modèles de gouvernance, faire confiance aux gens. Et du coup, en fait, ils réalisent que petit à petit, ben, sur une porte, oui, ils ont avancé, sur l'autre, oui, peut-être qu'ils doivent encore beaucoup apprendre. Et en fait, on a tout le temps de ça. C'est tout le temps les gens qui, quasiment tout le temps, les gens qui arrivent à la fabrique de l'agilité nous disent « Ouais, bon, nous, on n'est que débutants. » Et après 1 an, ils ont fait le tour et tout d'un coup, ils sont là « Ah, mais on va proposer d'animer ce qu'on appelle des speed dating. » On présente 15 minutes en ligne, une bonne pratique, et puis après, il y a des questions-réponses. Et puis, après une année, ils se sentent à l'aise de présenter parce qu'en fait, souvent, on sous-estime tout ce qu'on fait. Et la même chose pour la durabilité. C'était la même chose. Les gens qui viennent souvent disent « Ouais, on n'a rien fait. » Puis après, ils réalisent tout ce qu'ils font. Et ça aussi, hyper valorisant. C'est gratifiant, bien sûr. Et puis, c'est un effet boule de neige positif. C'est-à-dire que ça crée une émulation, bien sûr. Donc, c'est l'école des petits pas qui nous mène à des grands bonds. Hein. C'est l'école des petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Maintenant, souvent, on entend aussi, c'est beau dit comme ça, en théorie, avec le recul dans une salle d'un bel hôtel et ensemble. Maintenant, quand on est, si vous me permettez l'expression, la tête dans le guidon, comme vous l'êtes, hein, tous les deux, à n'en pas douter, quand on est pris sous les urgences, quand on est pris sur les considérations très pragmatiques, quand on est pris aussi par le rythme de croissance qui peut être rapide, comment est-ce qu'on se soucie aussi de sa robustesse? Comment est-ce qu'on arrive à se poser la question? Comment est-ce qu'on arrive à garder des bonnes pratiques pour bien savoir où sont nos forces, nos fragilités et prendre le temps de la pause dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que vous y arrivez vous-même? Quelle est votre expérience? Comme vous nous la partagez généreusement, j'insiste et j'en profite. Alors oui, on y arrive, mais encore une fois, depuis peu. J'ai racheté l'entreprise en 2018, donc un peu moins de 10 ans en arrière. Nous étions 62 collaborateurs, dont plus de la moitié étaient des techniciens en délégation chez nos clients, donc sous la location de service. Donc on était, on va dire, une grosse vingtaine en interne. 8 ans plus tard, on est plus de 100 en interne. Et en fait, comme a dit Julie juste avant, on avait plus de 20% de croissance par année. On peut dire qu'on est performant, tout va bien, mais la performance n'est pas forcément que financière, et elle doit être surtout pas que financière, et encore moins avoir la croissance à n'importe quel prix. On a vu que j'étais un jeune manager quand j'ai repris l'entreprise, et en fait, on ne peut pas gérer une entreprise de 50 collaborateurs comme on en gère une de 130 collaborateurs. Ce n'est pas pareil. Nos fonctions changent, de nouvelles fonctions en interne se créent. Le côté humain est beaucoup plus important, le côté pérennité, le côté risque, la gestion des risques, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on a mûri ces dernières années avec Julie, c'est savoir dire non. C'est que notre mission en 2026, alors, ça va être un peu ridicule, mais c'est limiter la croissance pour renforcer nos bases et renforcer notre robustesse pour vraiment construire l'avenir ensemble. La croissance que vous souhaitez, c'est-à-dire vous maîtrisez votre croissance pour que la croissance ne vous emmène pas finalement en dehors du cap que vous vous êtes fixé. C'est ça, et puis quitte au risque de devenir moins performant. Alors vous dites, on a mûri, une question vous est posée justement, après vos cheminements vers la durabilité, de quelle réalisation êtes-vous les plus fiers? On est dans le registre de la célébration. Déjà, j'ai emmené le CODIR avec moi, ce qui n'était déjà pas gagné, donc ça, personnellement, j'en suis relativement fière. Après, on est dans l'IT et peut-être le plus fier, c'est quand on a des techniciens ou des ingés qui nous disent on a été chez un client et puis il a des vieux PC, il souhaite s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on en fait?
Et en fait, peut-être c'est ça, c'est d'avoir finalement des collègues qui commencent à être embarqués et qui nous posent des questions et qui veulent mieux faire. Et ça, c'est peut-être une des fiertés à mon niveau. Donc l'émulation, le fait que les collègues soient force de proposition. Oui, oui, et qu'ils aient envie de mieux faire et qu'ils aient cette conscience aussi qu'on peut mieux faire aussi, et puis qu'on ait envie d'avancer ensemble. On a fait quelques projets, c'est anecdotique, mais il n'empêche qu'on les a fait, où on a repris des anciens du matériel qu'on a reconditionné et qu'on a redistribué auprès d'associations. Et ça, c'est hyper valorisant parce que le métier de technicien, sur le coup, il a du sens. Et ensuite, quand vous allez redistribuer le matériel auprès de la SOS, là, sur le coup, c'était des jeunes en réinsertion, quand vous leur donnez les tablettes et que vous les voyez finalement heureux, vous comprenez votre métier et vous comprenez pourquoi vous faites ça et tous les efforts que vous avez faits. Et là, sur le coup, c'est énormément de fierté, aussi bien pour moi où j'ai été que pour les collègues qui ont participé au reconditionnement. Dans quelle mesure vous trouvez que la notion de sens au travail, est devenue, a grandi comme besoin, comme attente aujourd'hui par rapport à la manière de gérer son entreprise il y a des années? Juste pour l'anecdote, vous parlez de sens, mais on a changé de nom il y a 7 ans parce qu'on faisait partie du groupe MTF et le groupe a été vendu. On a dû changer de nom, enfin bref, je vous passe l'anecdote, et on s'est appelé MinQuest. Et la tagline sous MinQuest, c'est « Quand l'IT prend du sens ». Et il y a 7 ans, on réfléchissait à ça et j'avoue que ça avait... on avait cette tagline, elle existait, etc. On n'a jamais trop pris acte. Et en fait, ça fait vraiment, je pense, 1 an où je me dis, finalement, on l'a choisie et aujourd'hui, elle a une vraie valeur. Aussi bien pour les collaborateurs, avec l'exemple que j'ai donné, on travaille sur le bien-être, on essaye de les accompagner sur la qualité de vie au travail et on donne du sens à l'informatique, on essaye d'humaniser l'informatique autant qu'on peut. Et voilà, c'est ce sens-là qu'on essaye de donner. Donner du sens, humaniser, et puis avoir l'adhésion, la participation, l'appropriation finalement des employés de la chose. Olivier, vous, quand vous pensez fierté sur votre chemin parcouru? Vous arrivez à la trouver, à la voir, ou vous êtes trop dans le défi qui vient pour vous arrêter aux réalisations, ou au contraire, il y en a tellement que c'est l'embarras du choix? Il n'y a pas non plus l'embarras du choix. Mais le fait qu'on soit tous les jours, c'est que la tête dans le guidon, des fois prendre du temps, dire stop, souffler, dire ouais, on a fait ça. Fierté, c'est que j'ai connu qu'une entreprise dans ma vie, c'est MTF MinQuest. On a changé de nom, mais voilà, ça va faire 20 ans que j'y suis. J'ai commencé en tant que technicien ingénieur à faire des réparations. 20 ans après, je suis le directeur général d'une structure de 130 personnes. On a fait deux acquisitions. On a tenté des choses, on a arrêté des choses. D'autres choses ont participé au côté robuste de l'entreprise. Donc je pense que ce côté fierté, c'est que aujourd'hui, je suis fier d'employer 130 collaborateurs. Où tous les matins, j'ai beaucoup de plaisir à leur serrer la main, tous, dire un mot avec eux. Et je suis fier de ça. Sacré engagement. Un fort engagement. Et puis, comme l'a dit Julie, après, il y a pas mal de petits projets. Un des projets que Julie a plus ou moins cité, on a lancé un projet il y a quelques mois en arrière sur l'économie circulaire. On vend du matériel, on vend beaucoup de matériel, puis tout le monde est un peu au courant que vendre du matériel, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien de durable là-dedans, entre les mises à jour qui font que l'obsolescence, bref, tout ça. Le PC, il est assez peu recyclé pour l'instant. Et on s'est dit, en fait, comment donner une seconde vie à tout ce matériel qu'on peut récupérer chez nos clients. Et en fait, à travers la comète que Julie a participé, avec la commune de Meyrin, que vraiment je remercie, ce qu'a dit Julie, et je réinsiste, c'est que dans tout ce processus de RSE, d'éco-entreprise, de durabilité, on a rencontré des gens formidables. Et on se dit, ça fait plus de 30 ans qu'on est sur Meyrin, l'entreprise est à Meyrin et à Cublan, mais ça fait uniquement 3 ans, un peu moins de 3 ans, qu'on a rencontré des gens formidables autour de la comète, autour de la commune de Meyrin, des gens qui nous accompagnent dans nos idées, dans nos projets. Et donc là, un des projets qu'on travaille ensemble, c'est comment donner une seconde vie au matériel informatique,
en employant des gens en réinsertion, en formant des nouveaux collaborateurs, en créant de nouveaux métiers au sein de MinQuest. Tout ça en faisant un peu de durabilité. Donc là, on est vraiment dans l'idée que l'entreprise est une entité connectée à son environnement proche. On parle d'écosystème, n'est-ce pas? Donc est en lien et en dialogue, mais aussi en contribution réciproque. Nous avons plusieurs questions qui nous viennent ici. Je vais les prendre au fur et à mesure. Tout est mis en pratique sans centrer l'humain, semble voué à l'échec. Quelles sont les clés pour convaincre les plus réticents à passer à l'action? Essayer et réussir, j'allais dire. Je sais pas, Ludovic. Je pense qu'il faut vraiment les intégrer au début du processus pour pas leur mettre la décision ou le projet comme définitif et comme une pseudo-porte. Il faut vraiment les intégrer au début de la réflexion et leur montrer, encore une fois, les bienfaits que ça pourrait être ou pas. Hein. Après, c'est pas parce qu'un projet est porté par un membre du CODIR ou même par un manager ou un collaborateur qu'il est forcément voué à la réussite. Ludovic, oui. La tension est une opportunité. On voit toujours ça et on va essayer de l'éviter, mais c'est une opportunité. Alors, pas facile à gérer des fois, et des fois ça peut... Mais en fait, ça mentionne qu'il y a quelque chose à travailler et qu'on peut devoir aussi s'ouvrir des fois à d'autres perspectives. On a un gros souci, là, c'est mentionné l'IA, c'est qu'on est de plus en plus dans des bulles informationnelles, on est de plus en plus isolé et on a de plus en plus de connectés avec des gens qui n'ont pas le même avis que nous, en fait. On n'a plus cette habitude. Et l'IA, en plus, nous dit toujours qu'on a raison, qu'on est très bien et tout ça. Les fameux biais cognitifs. Hein, c'est ça. On renforce nos propres convictions puisqu'on est suivi par des algorithmes qui vont nous rediriger vers ce qu'on avait déjà visualisé. C'est ça. Et du coup, la tension est là pour nous redire « Ah, il y a d'autres perspectives, il y a d'autres choses. » J'adore aller dans des événements hors durabilité parce que d'un coup, on se dit « Ah, il y a un autre monde, en fait. » C'est des fois, c'est hyper rafraîchissant. C'est dur, des fois, parce on entend des choses qu'on n'a pas l'habitude. Après, voilà, c'est sûr que s'il y a un conflit sur les valeurs, au bout d'un moment, peut-être qu'il y a un sujet plus profond à discuter avec la personne. Mais disons que prenons les tensions et c'est pas facile. Hein. Je dis pas que je pense que c'est un travail. Les feedbacks, c'est la même chose. C'est hyper dur à faire des bons feedbacks et autres. Ça prend du temps, des compétences qu'on doit développer justement encore plus avec l'IA. Mais voilà, c'est aussi peut-être se dire quand il y a une tension, regardons. Est-ce que c'est pas le moment de moi sortir un tout petit peu de ma bulle informationnelle et d'avoir un avis divergent? Prenons ça comme une opportunité d'apprendre. Finalement, la durabilité, c'est dur, précisément, mais c'est une opportunité, et puis c'est surtout se confronter, sortir de sa zone de confort, se confronter au potentiel, même si ce n'est pas toujours le chemin plus facile. Selon vous, à quoi ressembleront, attention, vos organisations respectives dans 5 ans? Peut-être alors Ludovic, votre organisation qui est comme une toile de différents points connectés les uns aux autres et qui échangent. J'avoue que j'ai eu la chance de récupérer cette association, enfin de la coordonner. Hein. Je n'ai pas récupéré, mais je coordonne depuis 1 an et demi. Et c'est une organisation qui est incroyable. C'est un peu par hasard que j'ai postulé d'ailleurs à ce poste. Et je trouve que c'est incroyable tout ce qui est en train de se passer. Ça bouge. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de membres. Et voilà, je ne vais pas dire que le but, ce n'est pas d'arriver à 1000 membres dans 5 ans. Mais en tout cas, ce que j'ai envie, c'est de créer de plus en plus de dynamisme. Et on laisse de plus en plus de marge aux membres, en fait. Et c'est ça que je trouve passionnant. C'est de leur faire confiance et d'appliquer ce qu'on dit, en fait. Donc maintenant, il y a des membres qui proposent des co-développements pour pouvoir trouver des solutions entre eux. On a des membres qui proposent des ateliers, on leur laisse faire ça. Et même, il y a eu des groupes de travail. Par exemple, on a eu plusieurs membres qui voulaient avoir un référentiel de compétences agiles. Et puis, ils se sont réunis ensemble. Pendant plusieurs sessions, ils ont créé un référentiel. Maintenant, il est public, on l'a mis en ligne. Et voilà, pour moi, dans 5 ans, le succès, ce serait de continuer d'avoir cette énergie hyper positive, humaine, de voir que le monde du travail, en fait, ça peut être une vraie opportunité quand c'est bien fait.
Et puis de continuer, pas forcément à grossir indéfiniment, continuer de sensibiliser, même en dehors justement de nos cercles de convaincus, mais surtout d'avoir de plus en plus de dynamisme des membres et qui se sentent de plus en plus à l'aise de venir proposer des choses. Et ça, pour moi, ce serait un joli succès pour la Fab Lab dans 5 ans. Donc en pensant à l'IA, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'est pas que question de connectivité, il ne faut pas oublier les connexions, et les connexions humaines. Oui, pour moi, l'humain, il va devenir de plus en plus fondamental avec le temps. Hein. L'intelligence émotionnelle, elle devient et relationnelle, elle devient... c'est une opportunité de ce côté-là. Maintenant, voilà, quelles compétences on va perdre, quelles compétences on va gagner, c'est aussi un défi. Challenge. Julie, Olivier, MinQuest dans 5 ans, ça ressemble à quoi? Portrait chinois. Moi, j'aimerais une ligne métier dédiée à l'accompagnement sur le numérique responsable. Voilà, dans 5 ans, ça me semble raisonnable. Voilà. Magnifique. Olivier? Ça me paraît bien, effectivement. On est d'accord, c'est un bon départ. Comment MinQuest a concrètement accompagné les équipes sur la question de la mobilité et lever des résistances? Alors on revient un petit peu à la question de comment on affronte les avis divergents, éventuellement les oppositions et comment on les dépasse. C'est pas là où on a le mieux réussi, j'avoue, la question de mobilité, hein, je suis transparente. Je pense qu'on s'est formé l'année dernière, on a été accompagné, on a fait un plan d'action qui était, on va dire, pas hyper ambitieux. On a basé sur l'accompagnement et la communication. On a communiqué qu'on donnait qu'on offrait le demi-tarif, etc. Voilà, là sur le coup, c'est la politique des petits pas. Et j'avoue que c'est pas le sujet où je suis le plus fière. Je crois que la fin de la question, c'était l'exemplarité. Et là, j'avoue qu'à la direction, on n'est pas très exemplaire. Donc voilà, Et quand on parle d'exemplarité, je pense que clairement, la mobilité, c'est un contre-exemple. Enfin, l'exemple même où on n'est pas bon au niveau de la direction et on n'a pas su donner cet engagement-là non plus. Donc, voilà. Ça veut dire que quand on est en poste de direction, il faut forcément être exemplaire, aussi pour assurer la robustesse, je dirais, de ce que l'on transmet. Est-ce que la question de l'exemplarité est le seul, je dirais, monopole, voire la seule responsabilité des dirigeants? On peut se poser la question finalement. Le seul, je ne pense pas, mais en tout cas, comme dit l'adage, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est toujours un peu compliqué. Je pense que si effectivement on prend le sujet de la mobilité, en fait les 5 directeurs viennent tous les jours en voiture sans faire d'efforts, ça montre un manque d'engagement déjà de la direction. Donc pourquoi les collaborateurs feraient mieux que la direction en soi? Julia l'a dit, c'est un sujet où on a un peu peut-être manqué d'ambition, mais c'est un peu ambivalent ce que je veux dire, mais je pense que le culture du petit pas par petit pas, on a au moins fait des choses. Oui, on n'a pas tout fait tout juste, c'est sûr, mais n'empêche que quelques collaborateurs maintenant prennent le train, prennent le bus. On a fait un constat, c'est que dans l'entreprise, il y a des gens qui sont beaucoup plus sédentaires que d'autres. Et donc, ils viennent en train, en transport en commun. Puis d'autres techniciens qui se déplacent tous les jours chez les clients, eux, ont plus une culture à prendre la voiture. Puis on se dit, mais en fait, aux collaborateurs qui ont une voiture, on leur paye une place de parc, alors que la collaboratrice qui vient en train tous les jours, on ne lui paye pas son train, en fait. Elle se débrouille. Donc, on a mis en place, on offre le demi-tarif à tous les collaborateurs qui le souhaitent, pour autant qu'ils prennent au moins une fois le train de temps en temps. Vous dites, c'est bien, c'est une bonne incentive. Vous dites, on n'a pas fait tout juste, j'ai envie de rajouter encore. Parce que quand on est dans la dynamique du changement, on est souvent très exigeant avec soi-même. Mais c'est finalement déjà un sens positif, un signe positif, que d'en avoir la volonté. Ce qui m'amène à cette question, comment est-ce qu'on gère les séquences ou ce changement? Parce que le changement ne survient pas en un jour. Et puis, on n'est pas forcément obligé de l'implémenter, ni en capacité de l'implémenter sur tous les fronts en un jour. Donc là, on atteint la question de la planification. Ça se planifie, le changement? Ça a l'air d'être une antithèse, mais... De nouveau, c'est un peu le sujet qu'on avait dans le guide qui va paraître en juin par le CEI, c'était de dire la durabilité, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va faire une matrice matérialité, on va prioriser les enjeux, c'est important. Et puis après, on va faire un plan d'action. On prend une année et demie à faire un plan d'action, à faire signer par la direction et autres. Puis après, on met ça en place.
Et puis, bon, c'est pas la même chose, le contexte est différent. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus agile. Alors, il faut accepter que on a une stratégie pas parfaite. Alors, en termes de communication avec les parties prenantes externes, ça peut être compliqué, mais en tout cas, en interne, de dire, nous, on a des entreprises, et voilà, elles font des petits objectifs, elles savent, elles regardent régulièrement. Et puis aussi, sauter sur les opportunités. En ce moment, il y a une crise énergétique. Peut-être c'était pas la priorité il y a 1 an et demi, pourquoi pas mettre en stand-by, en tout cas pas reculer, mais ou ralentir un peu certains enjeux et se dire là, maintenant, on va pouvoir mettre les énergies et puis rebondir là-dessus. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette politique. Alors nous, on parle d'OKR, typiquement, c'est faire des petits objectifs à 3 mois, et puis ça permet de réviser. On passe pas trop de temps à déblatérer pendant 5 ans sur est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste. Dans 3 mois, on aura le temps de repenser et puis de refixer un objectif à 3 mois. On a un autre sujet connexe au thème de l'agilité, de la mobilité physique, c'est celui de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On sait tous depuis le Covid que le télétravail est rentré dans nos vies, pour le meilleur parfois, pour le pire parfois. C'est pas toujours évident de le mettre en place ou de le gérer personnellement et collectivement. Cette question vous vient, la semaine de 4 jours, est-ce que vous pourriez y songer en termes de performance, de motivation, la gestion du temps libre et privé et professionnel? Chez MinQuest, est-ce que ça prend une forme particulière? Je commence et tu finis. On y a songé, il y a à l'époque où c'était un peu plus la mode peut-être, on y a songé, on s'est dit ça serait peut-être bien qu'on le mette en place, effectivement, je pense que les collaborateurs seraient peut-être contents de partir le vendredi midi ou le vendredi, enfin voilà, plein de choses. Mais en termes de performance et sur le coup de bien-être aussi, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à l'assumer, on n'est pas prêt à gérer toutes les difficultés, parce que je pense que ça génère aussi d'autres difficultés, et on s'est dit non, on ne se lance pas. Ça vous fragiliserait? Oui. Chez MinQuest, il y a quand même pas mal de métiers qui sont un peu différents. Ça va du technicien itinérant au technicien en poste fixe chez les clients. Ça va de l'admin, des RH, de la direction, de la finance. Et en fait, c'est ce multiculturalisme des métiers font que passer du 4 jours à du 4 jours et demi, ça serait compliqué pour certains des métiers. Donc on ne voudrait pas défavoriser certains pour en favoriser d'autres. Je parlais avec un confrère il y a quelques semaines en arrière, je l'ai rencontré à Berne. Donc ce confrère a mis en place la semaine de 4 jours. Puis je lui dis, c'est que c'est génial, cette flexibilité que tu donnes à tes collaborateurs. Il dit, oui, mais toi, tu as 130 collaborateurs, moi j'en ai 10. Donc il dit, au début, effectivement, on a tous peur, 20% de temps de travail en moins, 20% d'efficacité en moins. Il dit, on ne va pas se mentir, sur les premiers mois, oui, ça se voit. Le chiffre d'affaires, c'est 20% en moins quasiment tout de suite. Mais il dit, après, on fait des choses différentes. On n'est que 10, on est beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Mais il dit, mais toi, à ta place, je ne saurais même pas par quoi commencer. Oui, on y pense, on y a pensé. Je vous avoue que j'aimerais bien proposer... Ça paraissait pas pertinent ou pas faisable? Je pense que ça pourrait être pertinent. Or, un jour en moins, peut-être pas, mais rien que le vendredi après-midi, on pourrait tous être un peu plus cool. Il y a pas mal de gens qu'on connaît qui ne travaillent pas le vendredi après-midi, mais moi le premier, j'aimerais bien ne pas travailler, être avec mes enfants ou faire d'autres choses. Je pense que ça demanderait, ou ça demande encore beaucoup d'énergie pour quelque chose qu'on n'est pas prêt en fait. C'est toujours la question, on en parlait dans la table ronde précédente, de l'équilibre entre l'intérêt collectif, l'intérêt personnel aussi. Ludovic, la robustesse, toujours l'agilité, c'est aussi la capacité à faire des arbitrages. Et je fais le lien avec le commentaire de Julie un peu plus tôt qui disait une de ses fiertés, c'est d'avoir convaincu le COMEX aussi, donc sur une certaine ligne, ça veut dire des arbitrages stratégiques avec une volonté politique du haut et puis infusée, comme je dis souvent, jusqu'à travers toutes les échelles de l'organisation. Oui, c'est faire des arbitrages. L'agilité aussi, c'est des fois laisser faire ces arbitrages, des fois à ses employés et employés, il y a aussi de laisser cette liberté, c'est pas toujours facile. Et surtout que les arbitrages sont
très différents. Je donne un contre-exemple de la semaine de 4 jours, du coup, parce que chaque situation est différente. On a visité une entreprise l'année dernière, on fait des visites d'entreprise qui est dans la construction. Et on se dit, passer la semaine de 4 jours en construction, c'est impensable. Bah, eux, ils sont hyper contents parce qu'en fait, ils font des économies. Parce qu'ils utilisent beaucoup plus, c'est-à-dire que la journée est un tout petit peu plus longue. Ils ont offert quand même 3 heures supplémentaires par semaine à leurs employés. Mais du coup, ils utilisent beaucoup plus leurs machines par jour. Ils ont fait un système où il y a une équipe qui fait du lundi, alors, enfin plusieurs équipes qui travaillent du lundi au jeudi et l'autre du mardi au vendredi. Et en fait, ils ont économisé de l'argent. Ils ont des employés qui ils attirent beaucoup plus de talents parce que y en a qui recherchent ça pour économiser une journée de crèche et autres. Et ils n'ont pas baissé les salaires et autres. Et ils sont ultra contents de cette situation. Et c'est les patrons et patronnes qui disent ça. Et ils ne reviendraient pas en arrière, même s'il y a quelques défauts. Donc une situation qui peut fonctionner dans un cas ou un autre, et c'est là les arbitrages, ils doivent toujours être centrés sur ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tout le monde passe, par exemple, dans la gouvernance partagée. Dans certains cas, ça n'a pas du sens. Donc voilà, des arbitrages, mais qu'ils soient toujours sur la connaissance de son entreprise, en fait. On revient là-dessus. C'est ça, savoir qui on est pour savoir vers quoi on veut aller. On arrive au terme de la table ronde. Je vais vous lancer un défi, même 2 défis, parce qu'en 3 minutes, on va essayer de le relever. Quand même répondre très brièvement à cette question, enfin dans des termes très brefs à cette question, la révolution de l'IA chez MinQuest, entreprise informatique, ça a changé votre quotidien? Non. C'est toujours le meilleur finalement? Non. Non, alors, ça reste de l'innovation. On l'a dit plusieurs fois, je pense qu'il ne faut pas innover à tout prix et pas surtout à n'importe quel prix. Faire de l'IA pour faire de l'IA, si d'ailleurs votre use case n'est pas mûrement réfléchi ou il répond à une vraie problématique, le projet il est mort-né. 80% des projets en Suisse romande basés sur l'IA, alors point de vue informatique, se clôturent en échec en moins de 12 mois. Très bien, voilà le point traité. Alors maintenant, je vous entraîne très rapidement, mais sur le personnel. C'est l'histoire du chêne et du roseau finalement, la robustesse, à être dans la ultra-performance, parfois on finit par craquer, ou s'il y a un grain de sable dans les rouages, tout s'embrouille. La croissance, ça demande la surcroissance, le changement. Vous changez votre modèle d'affaires en fonction de la durabilité. Ça demande une énergie folle au niveau personnel aussi. Comment gérez-vous ça d'un point de vue humain, puisqu'on a beaucoup parlé de l'humain comme étant le maillon fort de cette agilité, de cette robustesse. Alors, Julie, peut-être ensuite Olivier, et puis je laisserai le mot de la fin à Ludovic. Par rapport à nous, la question. Oui, tout à fait. À vous, personnellement, comment on puise son énergie quand on doit soi-même rester robuste pour que son organisation le reste aussi? Je pense qu'on a la chance, c'est d'être à 2. Alors, ça pose des défis, mais on a cette chance-là, c'est de partager les problèmes, de discuter et d'aller ensemble. Donc ça, je pense que nous, c'est ce qui nous aide et je pense que c'est ce qui fait qu'on est robuste sur le long terme. Partager et être ensemble. Oui. Olivier? Oui, c'est juste. C'est qu'on parle souvent de la solitude du CIO. Alors, je ne vais pas trahir de secret, elle existe. Elle est vraiment là. J'ai la chance de travailler avec mon épouse. Et effectivement, sur des sujets qui sont compliqués ou des choses qu'on doit renoncer, avoir quelqu'un, une épaule, c'est vraiment agréable. La chance ou le défi, fantastique. Donc c'est le soutien, c'est la solidarité, c'est le fait de ne jamais être seul. Ludovic? De réaliser que moi, un de mes plus gros échecs dans ma carrière m'a permis d'aller à Stanford après. En fait, le cerveau humain est fait pour qu'après quelques temps, on se dise toujours « heureusement que ça m'est arrivé » en fait. Et oublions pas ça. Et c'est vraiment, je crois que c'est vraiment une caractéristique, je ne suis pas psychologue, mais de nous dire les échecs, en fait, c'est dur sur le moment, mais après coup, en fait, c'est toujours... le cerveau est fait pour retourner ça en positif. Donc, faisons confiance à notre optimisme. Soyons optimistes, faisons confiance à ça, et c'est la meilleure manière d'accepter l'échec de nos vies. Merci beaucoup à tous les trois pour vos partages d'expérience en authenticité totale. Merci d'avoir relevé les défis et puis merci pour toutes les questions. Merci pour votre participation, ça a beaucoup enrichi le débat. On se quitte pour une courte pause avant de conclure cette journée ensuite sur le grand thème de perdurer avec maîtrise. Alors bonne continuation et bon réseautage.